Il se tenait dans l'uniforme de cérémonie bleu complet, une poitrine lourde de médailles, mains levées en l'air. Pour l'officier pointant le pistolet, il était juste une menace. Pour le Pentagone des États-Unis, il était un atout létal et un héros national. Mais sur un bord de route poussiéreux dans l'Alabama rural, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui avait commencé comme un arrêt de routine à une station-service se transforma en une arrestation chaotique qui briserait un département de police corrompu, déclencherait une enquête fédérale massive et se terminerait par un juge prononçant une peine de prison stupéfiante de 58 ans. Ils pensaient qu'ils arrêtaient un suspect. Ils ne savaient pas qu'ils réveillaient un géant endormi. Ceci est l'histoire de comment l'arrogance rencontra les conséquences. L'humidité implacable d'un juillet d'Alabama s'accrochait à l'air, épaisse et suffocante, alors que le commandant Isaiah Sterling tirait son impeccable Ford F-150 noir vers la pompe à Miller's Crossing, une station-service solitaire à mi-chemin entre nulle part et Mobile. Isaiah n'était pas juste un automobiliste de passage. Il était un opérateur de Tier 1, un Navy SEAL avec 16 ans de service, 6 déploiements au combat et un niveau d'habilitation plus élevé que la plupart des politiciens. Aujourd'hui, cependant, il ne portait pas son équipement tactique. Il était en tenue de service, bleu, le col haut, les boutons dorés captant le soleil rude, et les rangées de rubans qui racontaient l'histoire de Fallujah, de l'Hindu Kush et d'opérations qui ne feraient jamais les nouvelles du soir. Il venait d'assister à des funérailles à Atlanta pour un frère tombé au combat, un maître-chef qui lui avait sauvé la vie 2 fois. Isaiah était fatigué, en deuil, et voulait juste rentrer chez lui auprès de sa femme Sarah et de leurs 2 filles. Il sortit du camion, le cuir poli de ses chaussures crissant sur le gravier. Il ne ressemblait pas aux locaux. Il mesurait 6 pieds 4 pouces, un mur de muscles et de discipline, son visage stoïque, mais les yeux vifs, scrutant son environnement par habitude. À l'intérieur de la station, derrière la vitre crasseuse, la vendeuse, une femme âgée nommée Martha, le regardait avec de grands yeux. Ce n'était pas souvent qu'elle voyait un homme qui ressemblait à une affiche de recrutement. Mais de l'autre côté de la rue, assis dans une voiture de patrouille au ralenti obscurci par un panneau d'affichage, l'officier Brett Harrison voyait quelque chose de tout autre. Harrison était un vétéran de 4 ans du paisible département de police de Creekwood. Il était connu dans le commissariat comme une tête brûlée, le genre de flic qui avait atteint son apogée au football lycéen et utilisait son badge pour exiger le respect qu'il ne pouvait pas gagner naturellement. Il s'ennuyait, il était agité par la chaleur et il cherchait une raison d'affirmer son autorité. « Regarde ce gars », marmonna Harrison à son partenaire débutant, l'officier Kyle Dunning. Camion de tape à l'œil, uniforme de la marine, au milieu de nulle part. « Il prend probablement juste de l'essence, Brett », dit Dunning se déplaçant inconfortablement. Dunning était nouveau, seulement 3 mois au travail, et il savait déjà que Harrison avait la réputation de pécher, d'arrêter des gens sans autre raison que l'instinct et les préjugés. Na. Harrison passa le cruiser en mode conduite. Cet uniforme a l'air faux. Trop de médailles. Probablement un de ces creeps de valeur volée essayant d'obtenir un rabais ou d'escroquer les gens. En plus, il te ressemble à un commandant. Je vais vérifier. Alors qu'Isaiah finissait de pomper l'essence, il sentit la présence avant de la voir. La sensation rampante d'être observé qui l'avait maintenu en vie dans les ruelles de tireurs d'élite outre-mer. Il se retourna lentement alors que le cruiser arrivait, les lumières clignotant silencieusement, bloquant son camion. Harrison sortit, la main posée bien en évidence sur son étui. Il n'ajusta pas sa casquette et n'offrit pas de salutation. Il mâcha juste son chewing-gum agressivement, ses lunettes de soleil cachant ses yeux. « Éloignez-vous du véhicule », aboya Harrison, sa voix se brisant avec une intensité artificielle. Isaiah fit une pause, le pistolet à essence toujours dans sa main. Il le remit calmement dans la pompe. « Y a-t-il un problème, officier? »
J'ai dit éloignez-vous du véhicule, cria Harrison, déclipsant la sangle de sécurité de son étui. Et gardez vos mains où je peux les voir. Isaiah prit une inspiration. Il avait affronté des seigneurs de guerre talibans avec plus de grâce diplomatique que cela. Il bougea lentement, délibérément, gardant ses mains ouvertes et visibles. Mes mains sont visibles, officier. Je suis le commandant Sterling, Marine des États-Unis. Je fais juste le plein pour rentrer chez moi. Harrison ricana, réduisant la distance, envahissant l'espace personnel d'Isaiah. L'odeur de café rassis et d'agressivité émanait du flic. « Commandant, hein? Vous vous attendez à ce que je croie ça? Vous avez l'air d'avoir acheté ce costume dans un magasin Spirit Halloween. Où avez-vous volé le camion? » « Le camion est enregistré à mon nom, » dit Isaiah, sa voix un grondement bas et contrôlé. « Mon ID militaire est dans ma poche avant. Si vous me laissez l'atteindre, ne bougez pas. » Harrison sortit son arme, la pointant sur la poitrine d'Isaiah. À l'intérieur de la station-service, Martha allaita et laissa tomber son téléphone. Dehors, quelques autres voyageurs se figèrent. Un adolescent, un gamin nommé Léo, assis sur le capot de sa voiture pendant que ses parents étaient à l'intérieur, sortit discrètement son smartphone et appuya sur enregistrer. « Officier, » dit Isaiah, ses yeux fixés sur le canon du pistolet. Il ne scia pas. « Vous pointez une arme à feu chargée sur un officier commissionné de la Marine des États-Unis. Vous devez baisser votre arme et désamorcer cette situation immédiatement. » « Fermez votre gueule !» cria Harrison, son visage rougissant. Il se sentait petit à côté de la stature imposante de Sterling, et cette insécurité alimentait sa rage. Au sol maintenant, face contre terre. « Je n'ai rien fait de mal, » déclara fermement Isaiah. « Je ne vais pas me mettre au sol dans mon uniforme de cérémonie pour un contrôle routier de routine qui n'a même pas été justifié. » « Résistance à l'arrestation !» hurla Harrison, jetant un coup d'œil à Dunning qui avait l'air terrifié et n'avait pas sorti son arme. « Dunning, viens ici. Couvrez-moi. »« Brett, il est commandant, » bégaya Dunning avançant timidement. « Regarde les insignes, c'est de l'or véritable. »« C'est faux !» cracha Harrison. Il rengaina son arme et attrapa son taser. « Dernier avertissement, dur à cuire. Au sol ou je vous électrocute. » Isaiah regarda le taser puis Harrison. Il calcula la distance ring. Il aurait pu désarmer Harrison, lui casser le poignet et incapaciter Dunning en moins de 3 secondes. Cela aurait été un réflexe musculaire. Mais Isaiah savait que la guerre qu'il menait en ce moment n'était pas physique. Elle était légale. S'il ripostait, il mourrait ou allait en prison. S'il obtempérait, il abandonnait sa dignité, mais il conservait sa vie et son avantage. « Je me conforme sous la contrainte », dit Isaiah à voix haute pour le bénéfice de la caméra que l'adolescent tenait. « Je me baisse au sol. » Lentement, douloureusement, Isaiah s'agenouilla sur le béton sale et taché d'huile. Le gravier s'enfonça dans son pantalon impeccable. Il plaça ses mains derrière sa tête. Harrison se précipita, donnant un coup de genou dans le dos d'Isaiah avec une force inutile, lui coupant le souffle. Il attrapa les poignets d'Isaiah et les tira en arrière, lui passant les menottes serrées. Trop serrées. « Je t'ai eu, maintenant, ordure de valeur volée », murmura Harrison à son oreille. Isaiah ferma les yeux, l'humiliation brûlant plus fort que le soleil. « Tu n'as aucune idée, » pensa-t-il. « Tu n'as absolument aucune idée de ce que tu viens de commencer. » L'arrière de la voiture de patrouille sentait le vomi et le désodorisant au pain. Isaiah était assis maladroitement, sa grande carcasse à l'étroit contre le séparateur en plastique, ses mains perdant leur circulation dans les menottes derrière son dos. Harrison conduisait avec une énergie maniaque, virant légèrement alors qu'il filait vers le commissariat. Il était à la radio, se vantant à la répartition. « Ouais, j'ai une grosse prise. Usurpation d'identité d'un officier militaire, résistance à l'arrestation, vol de voiture présumé. Il est grand,
mais il est tombé comme un sac de patates. Isaiah regarda par la fenêtre les pains qui défilaient. Il commença à tout cataloguer. Heure de l'arrestation, 14h45. Nom de l'officier B. Harrison. Badge numéro 402, cause probable aucune articulée. Usage de la force excessif. Tu es silencieux là-bas maintenant, hein? Harrison le nargua, jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. Où est tout ce discours de commandant maintenant? J'ai le droit de passer un appel téléphonique, dit calmement Isaiah. Vous aurez votre appel quand je dirai que vous l'aurez. Nous devons d'abord vous traiter. Nous devons voir si vous avez des mandats. Je parie que votre casier est long d'1 kilomètre. Ils arrivèrent au poste de police de Creekwood, un petit bâtiment en briques qui avait connu de meilleurs jours. Harrison tira Isaiah hors de la voiture, le paradant à travers les portes d'entrée. Le sergent de service, un homme plus âgé nommé Sergeant Miller, leva les yeux au-dessus de ses lunettes. Sa mâchoire tomba quand il vit l'uniforme. « Harrison, dit lentement Miller, c'est quoi ça? »« Valeur volée, sergent, rayonna Harrison. Je l'ai attrapé à Miller's Crossing. Faux uniforme, camion chic, et résisté à l'arrestation. » Miller plissa les yeux vers Isaiah. Il avait servi dans les Marines à la fin des années 80. Il savait repérer un faux uniforme. Il regarda la rangée de rubans, l'étoile d'argent, l'étoile de bronze avec le dispositif V, le Purple Heart, le Trident. Tout était espacé au millimètre près. La confection était sur mesure. Harrison, Miller se leva, un nœud froid se formant dans son estomac. Avez-vous vérifié son identifiant? Pas encore. Il n'arrêtait pas de vouloir l'atteindre. Alors je l'ai maîtrisé. Vérifiez-le maintenant. Harrison leva les yeux au ciel et fouilla dans la poche d'Isaiah en sortant un mince portefeuille en cuir noir. Il l'ouvrit. Il en sortit la Common Access Card, sec. Il la regarda. Il la regarda de plus près. Il la retourna. La pièce devint silencieuse. Le ronronnement de la climatisation résonnait comme un moteur à réaction. Il a l'air réel, marmonna Harrison, la couleur s'échappant de son visage. Donnez-moi ça. Miller attrapa l'identifiant. Il le fit passer dans le lecteur de son bureau. Le système accusa un léger décalage, puis remplit l'écran. Niveau d'accès top secret, SAA, grade 5, commandant. Statut service actif, guerre spéciale navale. Miller regarda l'écran, puis Isaiah, puis Harrison. Harrison, enlevez les menottes. Tout de suite. Mais, sergent, il a résisté. Enlevez-les, rugit Miller, son visage devenant violet. Harrison chercha ses clés à tâtons, ses mains tremblantes. Il déverrouilla les menottes. Isaiah se frotta les poignets où des sillons rouges foncés s'étaient formés. Il se leva à sa pleine hauteur, ajustant sa veste, brossant la poussière de ses genoux. Il regarda Miller. « J'ai besoin d'une ligne sécurisée, dit Isaiah, et j'ai besoin de parler au corps du JAG. »« Commandant, dit Miller, sa voix tremblante, je suis terriblement désolé. C'est un malentendu. Mon officier ici... » Ce n'était pas un malentendu, sergent. Isaiah le coupa, sa voix froide comme la glace. C'était une agression. C'était un enlèvement. Et c'était une violation de mes droits civiques. Votre officier a pointé une arme chargée sur un agent fédéral sans motif. Nous pouvons arranger ça, interjeta Harrison, la panique s'installant. Nous pouvons simplement abandonner les accusations. Vous partez. Aucun mal n'est fait. Isaiah se tourna lentement vers Harrison. Vous pensez pouvoir dessonner cette cloche. Vous m'avez humilié. Vous m'avez privé de ma liberté. Vous avez profané cet uniforme. Je faisais juste mon travail, cria Harrison, redevenant défensif. Vous correspondiez à la description. Quelle description? Isaiah s'approcha. Un homme noir dans une belle voiture. Harrison ne répondit pas. Le silence était assourdissant. Je veux mon téléphone, dit Isaiah. Miller le lui tendit. Isaiah n'appela pas sa femme. Il n'appela pas un avocat local. Il composa un numéro que très peu de gens possédaient.
Pentagone, commandement des opérations spéciales. Une voix nette répondit au deuxième coup. Ici le commandant Isaiah Sterling. ID Alpha X-Ray 1895, code noir. Allez-y, commandant. J'ai été illégalement détenu par les forces de l'ordre locales à Creekwood, Alabama. J'ai été tenu sous la menace d'une arme. J'ai été agressé. Je suis actuellement détenu au commissariat de Creekwood. L'hostile est l'officier Brett Harrison. Je requiers une intervention immédiate du JAG et une supervision fédérale. Compris, commandant. Êtes-vous en sécurité en ce moment? Je ne suis pas sécurisé, mais des éléments hostiles sont présents. Maintenez votre position. Nous contactons le bureau local du FBI, le plus proche est mobile, et le juge-avocat général. Ne leur dites pas un autre mot. L'aide arrive. Isaiah raccrocha. Il regarda Harrison qui transpirait maintenant abondamment. Vous feriez mieux de prier, murmura Isaiah, parce que le gouvernement des États-Unis est sur le point de vous tomber sur la tête. Mais Harrison n'avait pas fini d'être stupide. La panique fait faire des choses irrationnelles aux gens. Il regarda Miller. Sergent, nous ne pouvons pas le laisser faire cet appel. S'il fait venir les fédéraux, nous sommes cuits. Il a déjà passé l'appel, idiot, cria Miller. Non, les yeux d'Harrison devinrent sauvages. Nous l'arrêtons pour agression sur un officier. Nous dirons qu'il m'a attaqué. Ma parole contre la sienne, Dunning me couvrira. Dunning, qui se tenait près de la porte, secoua vigoureusement la tête. Pas question, Brett. Je ne mentirai pas pour toi. Il ne t'a pas touché. Traître! Harrison se jeta vers Dunning, mais Miller l'attrapa. C'est fini, Harrison. Allez à mon bureau. Non. Harrison se dégagea. Il se tourna vers Isaiah. Écoutez-moi, mon garçon. Vous connaissez peut-être des gens à Washington, mais ici, c'est moi la loi. Je dis que vous m'avez attaqué et dans ce comté, un jury croira un flic local plutôt qu'un étranger n'importe quel jour. Isaiah sourit juste, un sourire terrifiant et calme. Vous ne comprenez vraiment pas. Vous ne combattez pas un étranger. Vous combattez la machine. Et quand ils en auront fini avec vous, vous ne pourrez même pas obtenir un emploi de flic de centre commercial. Soudain, le téléphone sur le bureau du sergent Miller sonna. Ce n'était pas la ligne normale. C'était la ligne d'urgence rouge qui était directement connectée à la répartition de l'État. Miller décrocha. Son visage devint pâle. Il regarda Harrison. « C'est le bureau du gouverneur, » murmura Miller. « Ils veulent savoir pourquoi un commandant des Navy SEAL est détenu dans notre prison. » La vidéo de la station-service venait d'arriver sur Internet et elle était déjà devenue virale. L'atmosphère à l'intérieur du commissariat de Creekwood passa de tendue à suffocante en l'espace de 30 minutes. La climatisation ronronnait, mais le sergent Miller transpirait sous son uniforme. Le téléphone n'avait pas cessé de sonner. D'abord le bureau du gouverneur, puis la chaîne d'information locale, et enfin un appel terrifiant de politesse du bureau du juge-avocat général à Washington, D.C. Isaiah Sterling était assis sur une chaise dans la salle de repos. Miller n'avait pas osé le remettre dans une cellule de détention, sirotant une tasse d'eau. Il semblait remarquablement calme pour un homme qui avait été agressé et menotté 1 heure auparavant. Il consulta sa montre. « Ils font du bon travail, » murmura-t-il. « Qui? » demanda Miller, la voix craquant. « Les nettoyeurs, » dit Isaiah, sans lever les yeux. Dehors, le bruit du gravier crissant sous de lourds pneus attira l'attention de tous. Ce n'était pas une voiture, c'était un convoi. 3 Chevrolet Suburban noirs aux vitres teintées s'arrêtèrent en grinçant devant la station, flanqués de 2 véhicules de la police d'État de l'Alabama. Les portes s'ouvrirent en grand. Des hommes et des femmes en costumes d'affaires élégants en sortirent, se déplaçant avec une grâce prédatrice synchronisée. À leur tête se trouvait l'agent spécial Thomas Reynolds du FBI, un homme connu au sein du bureau pour avoir démantelé des syndicats du crime organisé à Chicago avant d'être transféré dans ce sud. Il ajusta sa cravate, vérifia son arme de poing et franchit les doubles portes du commissariat sans frapper. Le hall devint silencieux.
Reynolds marcha droit vers le bureau, flanqué de 2 autres agents et d'une femme en uniforme de cérémonie bleu marine. Le lieutenant-commandant Sarah Holloway, une avocate du JAG réputée pour être un requin au tribunal. « Où est le commandant Sterling? » demanda Reynolds. Il ne cria pas. Il n'en avait pas besoin. Sa voix portait le poids de l'autorité fédérale. « Il est dans la salle de repos, » bégaya Miller, se levant. « Nous étions juste en train de... » « Je me fiche de ce que vous étiez juste en train de faire, » le coupa Reynolds. « Vous devez vous éloigner de votre bureau. Gardez vos mains visibles. Agent Cooper, sécurisez la salle d'épreuve. Agent Wright, sécurisez la salle des serveurs. Aucune donnée n'entre ou ne sort de ce bâtiment à partir de maintenant. » L'officier Brett Harrison, qui faisait les 100 pas à l'arrière, sortit en trombe. « Hey, vous ne pouvez pas simplement... Entrez ici et prendre le contrôle. C'est mon commissariat. Cet homme là-bas est un suspect dans... » Reynolds se tourna lentement pour faire face à Harrison. Il le regarda de haut en bas avec un air de dégoût total. « Officier Harrison, je présume. »« Oui, c'est moi. Et j'exige... » »« Vous n'êtes pas en position d'exiger quoi que ce soit. » Holloway s'avança, sa voix aussi tranchante qu'une lame de rasoir. Je suis le lieutenant-commandant Holloway. Je représente le département de la Marine. Vous êtes actuellement sous enquête pour l'emprisonnement illégal et l'agression d'un opérateur de guerre spécial hautement décoré. Si j'étais vous, j'exercerais mon droit de garder le silence parce que vous avez déjà creusé une tombe assez profonde pour enterrer tout ce département. Harrison ouvrit la bouche pour argumenter, mais Miller cria « Tais-toi, Brett! Pour l'amour de Dieu, tais-toi! » Reynolds passa devant eux, entrant dans la salle de repos. Il vit Isaiah et adoucit immédiatement sa posture. « Commandant Sterling, Agent Reynolds, FBI, nous sommes ici pour vous faire sortir. » Isaiah se leva et lui serra la main. « Vous avez mis du temps, Tom. »« La circulation, quelque chose comme ça. » Reynolds sourit. « Nous avons les images de la dashcam. » « Le débutant Dunning a les clés du cruiser, » dit Isaiah, « et le gamin à la station-service a tout enregistré. C'est déjà en ligne. »« Nous avons vu, » dit Holloway, tendant à Isaiah sa casquette. « C'est partout, Isaiah. Si CNN le diffuse en tête de l'heure, Fox en débat. Vous êtes l'homme le plus célèbre d'Amérique en ce moment. » Isaiah mit sa casquette, l'ajustant parfaitement. « Je ne veux pas la gloire, je veux la justice. » Alors qu'il sortait un Isaiah de la station, la scène à l'extérieur s'était transformée. Une foule s'était rassemblée. Des habitants qui avaient vu la vidéo, des journalistes qui s'étaient précipités de Mobile et des curieux. Quand Isaiah sortit, flanqué du FBI, les caméras clignotèrent dans un stroboscope aveuglant. Harrison regardait par la fenêtre, le visage pâle. Il sortit son téléphone et composa frénétiquement le numéro de son représentant syndical. « Il l'emmène. Vous devez m'aider. Ils vont me laisser tomber. »« Avez-vous éteint votre caméra corporelle? » demanda le représentant. « Non, j'ai oublié, » murmura Harrison. « Alors que Dieu vous aide, Brett. »« Parce que moi, je ne peux pas. » Avant de monter dans le SUV, Isaiah s'arrêta. Il se retourna vers le commissariat, fixant Harrison à travers la vitre. Il ne fit pas de signe. Il ne sourit pas. Il pointa simplement un doigt vers le bâtiment, puis vers le sol. « Je reviendrai et je ferai tomber ça. » Alors que le convoi s'éloignait, l'officier Dunning était assis dans sa voiture de patrouille, la tête entre les mains. Il regarda le système de la dashcam. Le voyant rouge clignotait toujours. Il savait qu'Harrison essaierait de le supprimer dès que les fédéraux détourneraient le regard. Dunning fit un choix. Il éjecta la carte SD, la glissa dans sa chaussette et rentra à l'intérieur. Il n'allait pas sombrer pour ça. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrestation. L'incident de la station-service avait dominé le cycle d'actualité pendant des jours. Mais comme toute chose, les médias commençaient à passer à autre chose. L'officier Harrison avait été placé en congé administratif rémunéré en attendant une enquête interne. Le département de police de Creekwood avait publié une déclaration qualifiant cela d'échec regrettable de communication
essayant de balayer l'agression sous le tapis de la bureaucratie. Mais Isaiah Sterling n'était pas passé à autre chose. Il était assis dans le bureau lambrissé d'acajou de Robert King, l'un des avocats des droits civiques les plus redoutés du Sud. King était un homme imposant avec une voix tonitruante et un esprit d'une acuité redoutable. Il avait poursuivi des départements de police à Atlanta, Birmingham et la Nouvelle-Orléans, et il avait gagné des millions. Il propose un règlement, dit King, jetant un dossier sur le bureau. La ville de Creekwood veut vous payer 200 000 $ pour abandonner la plainte civile et signer un accord de non-divulgation. Ils veulent que cela disparaisse, Isaiah. Isaiah ne regarda même pas le dossier. Non. Je leur avais dit que vous diriez ça, King sourit, se penchant en arrière. Mais voici le problème. Le procureur local, Bill Hennessy, traîne les pieds sur les accusations criminelles. Lui et le chef de la police sont des amis de golf. Il va essayer de réduire les accusations à une détention illégale de délit et donner à Harrison une tape sur les doigts. Probation, pas de prison? La mâchoire d'Isaiah se serra. Il a pointé une arme sur ma tête. Il m'a agressé. Je sais, dit King, mais dans ce comté, un badge est un bouclier. À moins que nous ne trouvions autre chose, quelque chose de plus grand. Nous devons prouver que ce n'était pas une erreur. Nous devons prouver que c'était un schéma. Harrison m'a traité de valeur volée, dit Isaiah, se remémorant. Il était obsédé par le camion. Il a demandé où je l'avais volé. Il avait faim, comme s'il cherchait un prix. Saisie d'actifs, murmura King. C'est un moyen légal pour les flics de saisir des biens soupçonnés d'être impliqués dans un crime. Dans les départements corrompus, c'est un vol de grand chemin légalisé. Juste à ce moment, la secrétaire de King sonna. « Monsieur King, il y a un jeune homme ici pour vous voir. Il dit qu'il est policier. Kyle Dunning. » Isaiah et King échangèrent un regard. « Faites-le entrer, dit King. Dunning avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des semaines. Il portait des vêtements civils, un jean et un sweat à capuche, et ne cessait de vérifier la fenêtre derrière lui. Il s'assit, refusant l'eau. « S'ils savent que je suis ici, dit Dunning, sa voix tremblante. Je suis mort. Harrison a des amis, pas seulement des flics, de mauvaises personnes. Pourquoi êtes-vous ici, officier Dunning? Demanda doucement Isaiah. Parce que j'ai vu le rapport interne, dit Dunning, sortant un papier froissé de sa poche. Harrison a écrit que vous avez tenté de saisir son arme. Il a menti et le chef a approuvé. Nous savons qu'il mente, fils, dit King. Ce n'est pas suffisant. J'ai la carte SD de la dashcam, dit Dunning, plaçant le petit morceau de plastique sur le bureau. L'original, non édité, mais ce n'est pas tout. Dunning prit une profonde inspiration. Harrison a un box de stockage sur la route 9, unité 4B. Il l'appelle sa boîte à jouets. Il m'y a emmené une fois quand j'ai commencé pour me montrer les avantages du travail. Qu'y a-t-il dans la boîte, Kyle? Demanda Isaiah, se penchant en avant. Tout, murmura Dunning. Montres, argent, bijoux, armes qu'il a confisquées mais jamais enregistrées comme preuve. Il cible les gens de l'extérieur, les gens de passage. Il les arrête sous de fausses accusations, saisit leurs biens et leur dit que s'ils cèdent la propriété, il retirera les accusations. La plupart des gens veulent juste rentrer chez eux, alors ils signent. Il fait ça depuis 10 ans. King ramassa la carte SD, les yeux brillants. C'est ça, c'est l'affaire Rico. Il y a encore une chose, dit Dunning, les larmes aux yeux. L'année dernière, il y a eu un étudiant, une musicienne. Il avait une guitare Gibson vintage sur son siège arrière. Harrison la voulait. Il a arrêté le gamin. Le gamin a discuté. Ça a dégénéré. Le gamin s'est retrouvé à l'hôpital avec une commotion cérébrale due à une chute. Il est mort 2 jours plus tard d'une hémorragie cérébrale. Isaiah sentit un frisson froid lui parcourir l'échine. Quel était le nom du gamin? Ethan Cole, dit Dunning. Ils ont jugé que c'était un accident, mais Harrison a la guitare. Elle est dans l'unité. Isaiah se leva,
La rage rayonnait de lui par vagues. Il ne s'agissait plus de lui. Il ne s'agissait plus d'un uniforme ou d'une insulte. Il s'agissait d'un meurtrier se cachant derrière un badge. « Monsieur King, dit Isaiah, sa voix basse et dangereuse. Appelez l'agent Reynolds. Dites-lui d'obtenir un mandat pour cette unité de stockage. Nous n'allons pas seulement poursuivre Harrison, nous allons l'enterrer. » King décrocha le téléphone. « Et le procureur? » « Si Hennessy essaye de le protéger après ça, dit Isaiah, se dirigeant vers la porte, il ira aussi en prison. » Le rebondissement était arrivé. Ce n'était pas seulement de la brutalité policière. C'était un réseau de vols de grands chemins géré par les personnes mêmes qui avaient juré de protéger la route. Et ils venaient de commettre l'erreur de voler l'homme qui avait le pouvoir de réduire leur royaume en cendres. Alors qu'Isaiah sortait du bureau, il sortit son téléphone et composa un numéro. « Sarah, dit-il à sa femme, je ne rentre pas à la maison ce soir. J'ai une mission. »« Est-ce dangereux? » demanda-t-elle, habituée à ce ton. « Pour moi? Non, dit Isaiah, regardant la ligne d'horizon de la ville. Pour eux, c'est la fin du monde. La nuit humide de l'Alabama était épaisse de moustiques et de tensions. Il était 2 heures du matin. Un drone de surveillance opéré par le FBI planait silencieusement à 500 pieds au-dessus du stockage sécurisé lui-même au large de la route 9, à l'intérieur d'une fourgonnette de commandement garée à 1 mile sur la route. L'agent Reynolds observait le flux thermique. Le commandant Isaiah Sterling se tenait derrière lui, les bras croisés, son visage illuminé par la lueur verte des moniteurs. « Il bouge, dit Reynolds. La cible entre dans l'établissement. » L'officier Harrison n'avait pas pu dormir. Un message d'un répartiteur ami l'avait informé que Dunning parlait à un avocat. Harrison savait qu'il devait purger l'unité. Il conduisit son camion personnel, pas un cruiser, et se gara près du portail. Il composa son code. Harrison se rendit à l'unité 4B. Il sauta dehors, regardant frénétiquement à gauche et à droite. Il tâtonna avec les clés, ses mains tremblant violemment. Il ouvrit en grand la porte métallique ondulée. À l'intérieur, empilée du sol au plafond, se trouvait la récolte d'une décennie de corruption. Des téléviseurs à écran plat haut de gamme, des boîtes de bijoux, des sacs à main de créateurs, des outils électriques et des liasses d'argent attachées par des élastiques dans des bacs en plastique. Et là, dans le coin arrière, appuyé contre une pelle de pneus volés, se trouvait un étui de guitare Gibson Les Paul Vintage. « Je dois tout brûler, » marmonna Harrison pour lui-même. « Je dois tout brûler. » Il attrapa un bidon d'essence à l'arrière de son camion et commença à en asperger la pile. Les vapeurs remplirent le petit espace. Il attrapa l'étui de guitare en dernier, ayant l'intention de le jeter dans la benne de son camion pour le détruire ailleurs. « Faites-le maintenant, » murmura Isaiah dans la fourgonnette. « Toutes les unités, bougez, 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 » aboya Reynolds dans son casque. Les projecteurs de la clôture périmétrique qui avaient été installés par l'équipe tactique 1 heure auparavant s'allumèrent soudainement, transformant la nuit en un jour aveuglant. Un haut-parleur retentit, faisant trembler les murs métalliques des unités de stockage. « Brett Harrison, agents fédéraux, laissez tomber le bidon de carburant et montrez-nous vos mains. » Harrison se figea. Il laissa tomber le bidon d'essence. Il plissa les yeux dans la lumière aveuglante. Pendant une fraction de seconde, sa main tressaillit vers le pistolet coincé dans sa ceinture. « Ne le faites pas, Brett !» C'était la voix de Dunning amplifiée par le haut-parleur. « Ne mourrez pas pour ça. » Harrison regarda autour de lui, piégé. Il vit l'équipe du SWAT du FBI avancer en phalange, bouclier levé, fusil pointé sur sa poitrine. Il vit les agents de l'ATF. Et puis, marchant calmement derrière le mur de bouclier, il vit le commandant Sterling. Isaiah ne portait pas de gilet pare-balles. Il portait un costume impeccable. Il semblait intouchable. Harrison s'affala. Le combat le quitta. Il tomba à genoux dans la flaque d'essence et leva les mains. Alors que les agents l'envahissaient, lui ligotant les poignets et le traînant loin des preuves inflammables, Reynolds et Isaiah entrèrent dans l'unité.
Reynolds siffla doucement. Mon Dieu, il doit y avoir un demi-million de dollars de marchandises ici. Isaiah se dirigea droit vers l'étui de guitare. Il le souleva doucement et le déverrouilla. À l'intérieur gisait une magnifique Gibson Les Paul Sunburst. Glissée dans les cordes se trouvait une photo laminée d'un jeune homme souriant sur une scène. Au dos de la photo, écrit au marqueur « Propriété d'Ethan Cole. S'y trouver, veuillez retourner à maman. » Isaiah referma l'étui, les yeux durs. Il sortit pour rejoindre Harrison qui était poussé à l'arrière d'une fourgonnette de transport fédéral. Isaiah leva l'étui. « Vous avez tué un enfant pour ça? » Harrison cracha au sol. « C'était un accident. Il est tombé. » « Nous verrons ce que dit l'examen de l'autopsie, » répondit froidement Isaiah. « Dunning nous a tout dit, Brett. Comment vous l'avez frappé avec votre matraque quand il ne voulait pas lâcher le manche? Ce n'est pas un accident. C'est un meurtre aggravé. » Le visage de Harrison s'effondra. « Je veux un accord. Je peux vous donner le chef. Je peux vous donner le procureur. » Il savait. Il prenait une part. Isaiah se pencha. Sa voix un murmure qui portait plus de poids qu'un cri. « Vous pouvez chanter tout ce que vous voulez, Harrison, mais vous n'êtes plus le chef d'orchestre. Vous n'êtes qu'un instrument. » L'arrestation de l'officier Brett Harrison fut le premier domino d'une réaction en chaîne qui menacerait de raser toute la structure de pouvoir du comté de Creekwood. Mais la vraie dévastation ne se produisit pas dans les rues. Elle se produisit 6 mois plus tard à l'intérieur de l'étouffoir stérile au mur d'acajou du tribunal fédéral de Mobile, Alabama. Le procès des États-Unis d'Amérique contre Brett Harrison était devenu un spectacle national. L'incident de la station-service avait touché une corde sensible à travers le pays, déclenchant des débats sur l'abus de pouvoir policier et la valeur volée. Au moment où le procès commença, les marches du palais de justice étaient une mer de camionnettes de presse, de manifestants et de curieux, tous attendant de voir la chute de l'homme qui avait cherché querelle au mauvais Navy SEAL. À l'intérieur de la salle d'audience 4B, l'atmosphère était suffocante. Le commandant Isaiah Sterling était assis au premier rang de la galerie, sa posture rigide, son visage illisible. Il n'était pas en uniforme aujourd'hui. Il portait un costume gris anthracite qui épousait sa silhouette comme une armure. À côté de lui était assise sa femme Sarah, sa main reposant fermement sur son bras. Derrière eux, serrant un paquet de mouchoirs et l'étui de guitare Gibson vintage restitué, se trouvaient les parents d'Ethan Cole. Ils avaient l'air de personnes qui avaient retenu leur souffle pendant 1 an, attendant de pouvoir enfin l'expirer. À la table de la défense, Brett Harrison ressemblait à un homme qui était déjà mort. La transformation était choquante. Le tyran arrogant et mâchant du chewing-gum qui avait ricané devant Isaiah sur le bord de la route avait disparu. À sa place était assise une coquille vide. Harrison avait perdu 40 livres. Sa peau était pâle, ses yeux furtivement autour de la pièce, cherchant un visage amical. Il n'y en avait pas. Sa femme avait demandé le divorce la semaine suivant l'inculpation. Le syndicat de la police l'avait lâché dès que les accusations fédérales de RICO étaient tombées. Même ses anciens compagnons de beuverie de la police étaient introuvables, principalement parce que la moitié d'entre eux concluaient des accords de plaidoyer pour se sauver. Harrison portait une combinaison fédérale orange vif qui pendait lâchement sur sa silhouette. Ses chevilles étaient enchaînées. Il avait l'air petit. La juge présidente était l'Honorable Eleanor Vance. La juge Vance était une légende du circuit juridique du Sud, une femme aux cheveux gris acier et réputée pour incinérer les fonctionnaires qui trahissaient la confiance du public. Quand elle entra dans la salle d'audience, le silence fut absolu. Le procès dura 3 semaines angoissantes. Ce fut un démantèlement lent et méthodique de la vie de Harrison. L'accusation, menée par un procureur adjoint des États-Unis aux allures de requin, ne se contenta pas d'aborder l'agression sur Isaiah. Ils dressèrent le tableau d'une entreprise criminelle déguisée en département de police. Le témoin vedette contre Harrison n'était autre que son ancien partenaire, Kyle Dunning. Quand Dunning prit la barre, il refusa de regarder Harrison dans les yeux. Il pleura ouvertement en décrivant la boîte à jouets,
l'unité de stockage où Harrison thésaurisait les dépouilles de son vol de grand chemin. Il appelait ça « la pêche », dit Dunning au jury, sa voix tremblante. Il repérait d'une voiture avec des plaques d'immatriculation d'un autre État. Il disait « Voyons ce qu'ils ont. S'ils avaient de l'argent, des bijoux, quoi que ce soit de valeur, il trouvait une raison de les arrêter. Il leur proposait d'abandonner les accusations s'ils signaient une renonciation à la saisie de biens. Les gens avaient une pure. Ils voulaient juste rentrer chez eux, alors ils signaient. Et que s'est-il passé la nuit où Ethan Cole est mort? Demanda le procureur. La salle d'audience devint silencieuse. Harrison voulait la guitare, murmura Dunning, essuyant ses yeux. Le gamin, Ethan, il ne voulait pas lâcher l'étui. Il a dit que c'était celle de son grand-père. Harrison s'est fâché. Il l'a frappé. Il l'a frappé avec la matraque directement sur la tempe. Ce n'était pas un accident. Harrison n'a pas appelé les ambulanciers pendant 20 minutes parce qu'il était trop occupé à charger la guitare dans son coffre. L'avocat de Harrison, un défenseur public surchargé de travail, tenta d'objecter, mais le mal était fait. Le jury regarda Harrison avec une répulsion non dissimulée. Puis vint la pièce maîtresse du procès, les images de la dashcam. Les lumières dans la salle d'audience s'atténuèrent sur les écrans massifs. Le jury regarda la rencontre à Miller's Crossing se dérouler. Ils virent le calme d'Isaiah. Ils virent ses mains en l'air. Ils entendirent la rage hurlante et insécure de Harrison. Ils regardèrent Harrison donner un coup de pied dans le dos d'un homme compliant et agenouillé. Le contraste était viscéral. D'un côté, un guerrier qui avait affronté une guerre réelle et maintenu son calme. De l'autre, un tyran avec un badge, terrifié par sa propre ombre. Quand Isaiah prit la barre, il domina la pièce. Il ne parla pas avec colère. Il parla avec la précision froide d'un tacticien. « Commandant, » demanda le procureur, « vous êtes un opérateur de niveau, un entraîné. Vous auriez pu physiquement désarmer l'officier Harrison. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? » Isaiah se tourna lentement pour s'adresser au jury. « Parce que je savais ce qu'il voulait. Il voulait que je lui donne une raison de me tuer. Si j'avais bougé, je serais mort. Et il serait un héros qui a arrêté un suspect violent. J'ai réalisé que la seule façon de gagner cette guerre était de se rendre dans la bataille. Je devais le laisser se détruire. » Le jury délibéra moins de 4 heures. C'était une vitesse qui signalait d'un massacre. Quand le président du jury se leva, Harrison ferma les yeux. « Nous, le jury, déclarons le défendeur, Brett Harrison, coupable du chef d'accusation 1. Privation de droit sous couvert de la loi. Coupable du chef d'accusation 2, racket. Coupable du chef d'accusation 3, enlèvement. Coupable du chef d'accusation 4, meurtre au second degré. Coupable retentit 9 fois. Un score parfait. L'audience de détermination de la peine fut fixée 1 mois plus tard. Quand le jour arriva, Harrison eut la chance de parler. Il se leva, tremblant violemment, les larmes coulant sur son visage. « Votre honneur, » sanglota Harrison, sa voix se brisant. « Je voulais juste être un bon flic. Je me suis perdu. Le travail, ça vous endurcit. Je n'ai pas voulu que le garçon meure. Je suis désolé. S'il vous plaît, j'ai un fils. Ne m'enlevez pas ma vie. » La juge Vance abaissa ses lunettes de lecture. Elle regarda Harrison, non pas avec colère, mais avec une déception clinique terrifiante. « Monsieur Harrison, » commença-t-elle, sa voix résonnant sous le haut plafond, « vous ne vous êtes pas perdu. Vous avez construit une carte pour l'enfer et l'avez suivie joyeusement. Vous avez pris le badge, un symbole de sécurité pour les vulnérables, et l'avez transformé en arme de cupidité et de terreur. Vous avez chassé des voyageurs innocents comme s'ils étaient des proies. » Elle remua les papiers sur son banc. « Vous avez ciblé le commandant Sterling parce que vous pensiez qu'il était faible. Vous avez confondu sa discipline avec la soumission. Vous avez découvert trop tard qu'il était plus fort que vous ne pouviez l'imaginer. Mais votre pire crime n'était pas votre arrogance. C'était le vol d'une vie. Vous avez tué Ethan Cole pour un morceau de bois et 6 cordes. » La juge Vance regarda les directives fédérales de détermination de la peine. «
Pour l'accusation de racket, je vous condamne à 20 ans. Pour la privation de droits civiques, 10 ans. Pour le meurtre d'Ethan Cole, 28 ans. La salle d'audience à l'État. L'avocat d'Harrison laissa tomber son stylo. Ces peines doivent être exécutées consécutivement. La juge Vance frappa son marteau. Le son était comme un coup de feu. Cela fait un total de 58 ans en prison fédérale. Vous ne serez pas admissible à la libération conditionnelle avant d'être un vieil homme, Monsieur Harrison. Vous avez pris des années aux autres. Maintenant, la loi vous les prend. Maréchaux, emmenez-le. Les genoux d'Harrison se dérobèrent. Il laissa échapper un hurlement à peine humain. 2 maréchaux américains durent le prendre sous les aisselles et le traîner dehors. Alors qu'il était traîné devant la galerie, ses pieds traînant sur le tapis. Il regarda frénétiquement l'audience, cherchant la pitié. Il croisa les yeux d'Isaiah. Isaiah ne sourit pas. Il ne jubila pas. Il offrit simplement un hochement de tête lent et solennel. Ce n'était pas du pardon. C'était la confirmation finale de la défaite. Alors que les portes latérales se fermaient sur la vie de Harrison, la tension dans la pièce se brisa. La mère d'Ethan Cole se tourna vers Isaiah et enfouit son visage dans sa poitrine, sanglotant. « Merci, » murmura-t-elle. « Nous pensions qu'il s'en sortirait. Vous l'avez traduit en justice. »« Non, maman, » dit doucement Isaiah, la tenant tendrement. « Ethan l'a fait. J'ai juste ouvert la porte. » Devant le palais de justice, l'air était chaud et lumineux. L'agent Reynolds attendait Isaiah au bas des marches. « C'est un nettoyage complet, » dit Reynolds, allumant une cigarette. « Le procureur vient de démissionner. Il prend un accord de plaidoyer. 5 ans pour obstruction. Le chef de la police prend 10 ans. Le département est vidé. »« Bien, » dit Isaiah, mettant ses lunettes de soleil. « Alors ?» demanda Reynolds, exhalant un nuage de fumée. « Et maintenant, commandant, retour aux équipes ou allez-vous prendre votre retraite et jouer au golf? » Isaiah regarda sa femme, Sarah. Il regarda les caméras s'installer pour sa déclaration. Il pensa à la ville de Creekwood, un endroit brisé, un endroit qui avait besoin d'être réparé, non par des étrangers, mais par quelqu'un qui comprenait le poids de l'autorité. « Je prends ma retraite de la marine le mois prochain, » dit Isaiah. « Sécurité privée, » devina Reynolds. « Beaucoup d'argent là-dedans. » Isaiah sourit, une lueur dangereuse revenant dans son œil. « Non, je pense à me présenter aux élections. »« Maire? »« Non, » dit Isaiah, regardant l'étoile de shérif sur l'uniforme d'un adjoint de passage. « Je me présente au poste de shérif du comté de Creekwood. Quelqu'un doit nettoyer le désordre, et j'ai beaucoup de temps libre. » Le pénitencier fédéral connu sous le nom d'USP Coleman Tusac-Sid est une forteresse de béton et de misère s'élevant du paysage humide de la Floride. C'est une installation de haute sécurité conçue pour les délinquants les plus dangereux et violents du système fédéral. Mais pour l'ancien officier Brett Harrison, le danger ne venait pas des murs ou des gardiens. Il venait de toutes les directions. En tant que flic déshonoré, un homme qui avait utilisé son badge pour s'attaquer aux innocents, Harrison était marqué pour la mort dès qu'il était descendu du bus de transport. Pour le maintenir en vie, l'administration l'avait placé dans l'unité de logement spécial, SHU, sous protection. C'était un euphémisme stérile et terrifiant pour l'isolement cellulaire. Pendant 23 heures par jour, Harrison était assis dans une cellule de 6,8 pieds. Les murs étaient peints d'une nuance écœurante de banc cassé. L'air sentait perpétuellement le désinfectant industriel et la sueur rance. Il n'y avait pas de fenêtre sur le monde extérieur, seulement une fente étroite dans la lourde porte en acier qui donnait sur un couloir éclairé par des fluorescents. 2 ans après le début de sa peine de 58 ans, Harrison avait dépéri. Le tyran arrogant et mâchant du chewing-gum qui avait terrorisé les automobilistes sur la route 9 avait disparu. À sa place se trouvait le détenu 942, un homme émacié, aux yeux creux, fantôme de lui-même. Il avait perdu 50 livres.
Sa peau était pâle par manque de soleil, et ses cheveux, autrefois épais, s'amincissaient rapidement, tombant par touffes à cause du stress et de la malnutrition. Il passait ses journées à fixer le plafond, rejoint le moment où il avait décidé d'arrêter le camion noir. Il le rejoint 1000 fois, criant silencieusement à sa mémoire, suppliant son moi passé de simplement s'en aller. C'était un mardi soir lorsque la fente de sa porte s'ouvrit. Ce n'était pas l'heure du repas. C'était son heure de récréation programmée. 1 heure seule dans une cage en treillis métallique légèrement plus grande que sa cellule, exposée à l'air libre, mais séparée de tous les autres humains. Alors qu'Harrison entrait dans la cage en traînant les pieds, clignant des yeux contre le soleil rude de Floride, il vit un autre détenu balayer le passage en béton à proximité. C'était Bernie, un escroc âgé purgeant une peine pour un système de Ponzi. Il était l'un des rares détenus qui n'essaierait pas de tuer Harrison sur place. « Et Quatchi 2 » grogna Bernie, sans lever les yeux de son balai, gardant sa voix basse pour éviter l'attention du gardien. « Grand jour pour votre ville natale. J'ai vu les journaux à la bibliothèque. » Le cœur d'Harrison martelait contre ses côtes. Il n'avait aucun contact avec le monde extérieur. Sa femme l'avait divorcé 6 mois après le début de sa peine. Ses parents avaient cessé d'écrire. « Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? » râpa Harrison, sa voix rocailleuse par désuétude. Bernie vérifia la tour de garde, puis glissa une section froissée et pliée du registre de la presse mobile sous le bas de la clôture en treillis métallique. « Vous voudrez peut-être vous asseoir pour celle-ci, gamin. » Harrison attrapa le papier avec des mains tremblantes. Il le déplia, le papier journal froissant dans le silence. Le titre était gras, noir, et criait une vérité qui ressemblait à un coup de poing physique à l'estomac. Victoire écrasante. Sterling élu shérif du comté de Creekwood. Le souffle de Harrison se coupa. Il fixa la photographie couleur sous le titre. C'était le commandant Isaiah Sterling, mais il ne portait pas son uniforme bleu de la marine. Il se tenait sur les marches du palais de justice du comté, la main levée, prêtant serment. Il portait l'uniforme beige et marron du grand shérif, une étoile d'or épinglée à sa poitrine, une étoile qui brillait d'une autorité véritable, contrairement au bouclier en étain qu'Harrison avait terni. Les yeux de Harrison parcoururent frénétiquement l'article, désespéré de trouver un défaut, un scandale. Il n'y en avait pas. Avec un taux de participation record, les électeurs du comté de Creekwood ont massivement élu le Navy SEAL à la retraite Isaiah Sterling comme leur nouveau shérif. Candidat sur une plateforme de transparence et de réforme, Sterling a battu le titulaire par intérim avec une marge de 40 points. Nous fermons le livre sur l'ère de la corruption, a annoncé Sterling dans son discours de victoire. Nous rendons le badge au peuple. Harrison continua à lire, son estomac se tordant de nausée. L'article détaillait les premiers actes de Sterling en tant que shérif élu. Il avait congédié les adjoints restants fidèles à l'ancien régime. Il avait promu Kyle Dunning, le débutant qui avait témoigné contre Harrison, au poste d'adjoint en chef. Dunning, le traître, était maintenant le second aux commandes, loué dans l'article comme un lanceur d'alerte intègre. Mais le coup final se trouvait dans le dernier paragraphe. Le shérif Sterling a également annoncé que l'installation de stockage des saisies sur la route 9, autrefois utilisée pour abriter les biens volés par les officiers corrompus, a été entièrement liquidée. Le produit a été utilisé pour rembourser les victimes. Le bâtiment lui-même a été éventré et rénové. Le mois prochain, il rouvrira ses portes en tant que centre de musique communautaire Ethan Cole, une école gratuite pour les jeunes défavorisés, nommée en l'honneur du jeune musicien dont la mort a déclenché l'enquête fédérale. Harrison laissa tomber le papier. Il voltigea sur le sol en béton de la cage. Il s'agenouilla, serrant la clôture en treillis métallique jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Le box de stockage, sa boîte à jouets, son royaume, l'endroit où il s'était senti comme un dieu décidant qui gardait ses biens et qui ne les gardait pas, était parti.
Il était transformé en un sanctuaire pour le garçon qu'il avait tué. Le monde ne le punissait pas seulement, il l'effaçait. Son héritage de peur avait été pavé, remplacé par la musique et la justice. Il laissa échapper un sanglot bas et guttural, posant son front contre le métal froid de la clôture. Il était enterré vivant, et l'homme qu'il avait essayé de détruire était celui qui tenait l'appel. À 500 mètres au nord, le soleil se couchait sur Creekwood, Alabama. L'humidité s'était brisée, laissant l'air du soir frais et pur, comme si la ville elle-même avait été lavée de ses péchés. Le shérif Isaiah Sterling se tenait sur le podium devant le commissariat nouvellement rénové. Le réseau des vieux copains qui avaient étranglé ce comté pendant des décennies était mort. Le procureur corrompu purgeait 5 ans. L'ancien chef était démuni. La pourriture avait été coupée. Isaiah regarda la foule. C'était une mer de visages. Noirs, blancs, riches, pauvres. Pour la première fois dans l'histoire de la ville, il ne regardait pas la police avec peur. Il regardait avec espoir. Au premier rang se tenait Sarah, sa femme tenant les mains de leurs 2 filles. À côté d'eux se tenaient les parents d'Ethan Cole, les larmes coulant sur leurs visages, serrant la guitare Gibson Vintage qu'Isaiah leur avait rendue. Isaiah s'approcha du microphone. Les applaudissements s'éteignirent dans un silence révérencieux. Il y a 2 ans, la voix d'Isaiah résonna profondément. On m'a dit de me mettre au sol ici même dans cette ville. On m'a dit que je n'y avais pas ma place. On m'a dit que le pouvoir vous donnait le droit de prendre ce qui ne vous appartient pas. Il fit une pause, ses yeux balayant la foule, croisant le regard du jeune Léo, l'adolescent qui avait filmé l'arrestation, qui était maintenant stagiaire au journal local. Mais j'ai appris il y a longtemps dans la marine que le pouvoir est un fardeau, pas un prix, continua Isaiah. Le badge n'est pas un bouclier pour se cacher, c'est un poids que vous portez pour les autres. Aujourd'hui, nous ne mettons pas seulement de nouveaux uniformes. Nous faisons une promesse. Si vous êtes un officier qui pense que cette étoile fait de vous un roi, rendez-la aujourd'hui. Parce que si vous restez et que vous trahissez la confiance du public, je ne vous renverrai pas seulement. Je viendrai vous chercher. L'acclamation qui éclata fut assourdissante, résonnant contre les bâtiments en briques, un son de libération. Plus tard ce soir-là, après que la foule se soit dispersée et que les drapeaux aient été retirés, Isaiah conduisit son camion personnel, le même Ford F-150 noir, jusqu'à la périphérie de la ville. Il s'arrêta à Miller's Crossing. Martha était toujours là derrière le comptoir, essuyant la vitre. Elle sourit chaleureusement quand elle le vit. « Bonsoir, shérif, » appela-t-elle. « Le café est frais. »« Bonsoir, Martha. » Isaiah sourit, laissant un billet de $5 dans le pot à pourboire. « Gardez la monnaie. » Il sortit et se tint près de la pompe numéro 4. L'endroit, le carré exact de béton où il avait été forcé à s'agenouiller, humilié et menotté. La tache d'huile avait disparu, effacée par le temps et la pluie. Les fantômes avaient disparu. Il prit une profonde inspiration de l'air parfumé au pin. Il sortit son téléphone et composa un numéro qu'il avait enregistré pour ce moment précis. « USP Coleman, bureau du directeur », répondit une voix. « Ici le shérif Sterling du comté de Creekwood », dit Isaiah, sa voix calme et ferme. « Shérif Sterling ». Le ton du directeur passa à un respect immédiat. « Félicitations pour l'élection. Que puis-je faire pour vous? » « J'appelle concernant le détenu 9-2, Brett Harrison. J'ai son dossier ici même, shérif. Il a des difficultés. Il a fait une autre demande ce matin pour un transfert vers une unité de sécurité inférieure. Il affirme que l'isolement de l'USC lui cause une détresse psychologique. Il dit qu'il ne supporte pas le silence. » Isaiah regarda l'horizon où le soleil peignait le ciel de l'Alabama de violet et d'or meurtri. Il pensa au silence de la tombe où reposait Ethan Cole. Il pensa au silence que sa femme avait enduré en attendant son appel. « Refusez la demande, directeur, » dit doucement Isaiah.
Monsieur, il reste dans la boîte, dit Isaiah, sa voix dure comme l'acier. Il voulait être la loi. Maintenant, il peut vivre avec les conséquences de cela. Dites-lui que le shérif lui envoie ses salutations. Compris, shérif. Demande refusée. Isaiah raccrocha le téléphone. Il le glissa dans sa poche, monta dans son camion et démarra le moteur. Le grondement du V8 était un son réconfortant. Il passa la première et s'engagea sur la route, roulant vers les lumières de la ville qu'il protégeait maintenant. Le long cauchemar de Creekwood était enfin terminé. Justice n'avait pas seulement été rendue. Elle avait été finalisée. Si cette histoire vous a fait bouillir le sang et fait battre le cœur, assurez-vous de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Qu'en pensez-vous? 58 ans, c'était suffisant pour ce qu'Harrison a fait? Ou méritait-il plus? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez plus d'histoires où le karma frappe fort, abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer une vidéo. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine.